La thèse de doctorat que j'ai réalisée a été une thèse autour de l'addiction, autour du thème de l'addiction et en particulier la notion d'anesthésie psychique. Comment des patients en situation de groupe, dans un travail de psychodrame que je conduisais, comment ces patients peuvent s'anesthésier, s'auto-anesthésier, mais aussi anesthésier les professionnels du soin qui les accompagnent, les soignants qui sont là, pour pouvoir sauvegarder leur intégrité psychique, comme pour sauver leur peau, parce que le dispositif qui était proposé était tellement anxiogène pour eux, mobilisait tellement de tensions intérieures, qu'ils devaient trouver un moyen, par l'anesthésie psychique, de rendre tolérables les stimuli, le dispositif. Et ça, c'est passionnant, parce que ce mécanisme qu'ils ont su utiliser, l'idée a été ensuite de l'utiliser et de le transférer dans leur situation de vie quotidienne. Parce que dans notre vie quotidienne, on est constamment entouré, stimulé, et aujourd'hui encore plus qu'avant, stimulé par différents éléments. Les portables avec les sons, les emails qui arrivent, les sollicitations, le temps qui s'accélère, la multitude d'informations qui vient de l'extérieur et qui, de fait, si on n'a pas cette capacité de s'autoprotéger, vient nous submerger. Et une des pistes est de penser l'addiction comme cette tentative, par un objet extérieur, de venir réguler son dedans. Dans la mesure où ces patients pouvaient comme s'auto-anesthésier, c'est-à-dire suspendre des états émotionnels, mais aussi des pensées, même si les stimuli arrivaient très forts, ils avaient trouvé une solution, un moyen de rendre tolérable ou comme protéger partiellement, ponctuellement, de toutes ces stimulations-là. Donc ce mécanisme que j'ai pu voir apparaître dans des groupes thérapeutiques, je leur ai proposé ensuite en individuel de pouvoir le réutiliser et avec eux de travailler à l'extérieur avec eux pour, là où ils étaient submergés, pouvoir trouver un autre mode de régulation de leur tension et de ce sentiment d'explosion intérieure, ce sentiment de disparition, de le traiter autrement qu'en ayant recours à des substances qui pouvaient être l'alcool, le cannabis, l'héroïne, la boulimie, l'anorexie. La spécificité aussi de mon travail a été de proposer un modèle qui amène à penser l'addiction comme peut-être une structure à part entière. Là où on aurait la névrose, la psychose, les perversions, on pourrait avoir une autre façon de penser l'addiction, non pas transnosographique, qui traverserait les pathologies, mais qui serait comme une structure à part entière, c'est-à-dire avec des angoisses spécifiques qui ne sont pas les angoisses que l'on retrouve dans la névrose, la psychose ou les perversions, avec le lien à l'autre qui est vraiment spécifique et qui n'est pas celui qu'on retrouve dans les autres pathologies, avec un rapport au monde, avec un rapport au corps qui serait un rapport au monde, un rapport au corps vraiment spécifique et qui caractériserait l'addiction. C'est ce qui m'a amené aussi à regrouper les addictions selon 3 modes. Les addictions high, les addictions sinusoïdales et les addictions médiales. Ce qui permet de rapprocher certaines addictions, le cannabis et la boulimie, de rapprocher la cocaïne, par exemple, avec l'anorexie, de rapprocher le jeu pathologique avec l'alcool. Non plus de traiter un produit, un objet, une situation, mais de zoomer sur des processus, des mécanismes qui seraient à la fois similaires, caractéristiques de l'addiction, mais ensuite spécifiques, sous-spécifiques dans ces 3 formes d'addiction. Ça amène de grands changements et au niveau théorique, mais surtout de grands changements en termes de pratique. Et notamment l'importance de réintroduire avec ces patients-là un travail qui se situe en deçà du langage. Ne pas utiliser le langage, ne plus travailler avec eux autour de reprendre leur histoire, faire des courbes de vie, analyser les consommations, travailler autour du produit, travailler autour des blessures de l'enfance, mais vraiment remobiliser le présent, le corps et travailler avec la sensorialité. Suspendre chez eux le langage
mais activer le geste, activer le mouvement, ce qui amène aussi que le thérapeute va limiter sa parole et vraiment faire des interventions par le corps, par son propre corps, utiliser son propre corps pour amener les changements chez son interlocuteur.